Pour en parler, l'invité spécial de Martial Bild est le jeune président de SOS Chrétiens d'Orient. Fondée en 2013, son association a pris une ampleur insoupçonnée. Elle est présente dans 5 pays du Proche-Orient. Elle met en œuvre 4 missions permanentes en Syrie, en Irak, au Liban et en Jordanie. Elle dispose du statut de partenaire de la défense nationale. Un vrai beau bilan pour un président de moins de 30 ans. Il parle sans détour. Lorsqu'on lui reproche par exemple sa position sur l'Irak, il rétorque sans sourciller « L'alternative qui s'impose aujourd'hui est triviale, c'est soit Bachar el-Assad, soit le djihadisme international, intolérant et ultra-violent. » Il est une véritable bouée de sauvetage pour les chrétiens persécutés d'Orient. Je vous demande d'accueillir Charles de Meyer. Bienvenue, Monsieur le Président, merci, bienvenue. Romaric Sangas, Francis Bergeron et Philippe Ménard, j'aurai l'occasion de vous les représenter au fur et à mesure de cette émission. Merci d'être là. Oui, allez-y, c'est du vin. On me dit souvent c'est du... Non, c'est du vin. Charles de Meyer, en plus il est bon. Vous avez 26 ans. 26 ans. Vous êtes à la tête d'une puissante association qui agit au cœur des zones sinistrées au Proche-Orient, mais aussi au Pakistan. Plus de 1700 volontaires. Je crois qu'il y en a même quelques-uns qui sont autour de nous ce soir. 1700 volontaires qui se sont relayés sur le terrain. Des dizaines de milliers de familles visitées. Et toujours plus de projets. À 26 ans, mais vraiment, cette nouvelle génération, maintenant, il ne faut même plus être 30 ou quadra, c'est déjà des vieux. Macron est vieux par rapport à vous. Et si vous voulez que je vous inquiète, Martial, je veux dire que je vieillis, puisque moi-même, au début j'avais 20 ans, donc j'étais plutôt dans la moyenne d'âge des volontaires, et maintenant je me sens un peu âgé quand j'assiste aux conversations et quand on arrive en mission. C'est donc des générations qui durent, qui se succèdent et qui fonctionnent. On arrive au mois d'été on monte à 150, 160 volontaires sur le terrain au Proche-Orient, des très jeunes, notamment ceux qui sont en période d'études, et ça ne va qu'en progressant. Je crois donc que quand on propose de beaux défis à la jeunesse française, et même à tous les Français, eh bien ils y adhèrent, et quand on leur propose la médiocrité, ils ne font pas grand-chose. C'est le succès d'SOS Chrétiens d'Orient que ce défi est d'essayer de proposer de nobles causes. Les actions là, j'ai vu une action, j'ai reçu le papier chez moi. Félicitations. Oui, ça veut dire que je suis donateur. Karakoche, si nous ne reconstruisons pas aujourd'hui, demain c'est la mort de cette cité chrétienne. Karakoche, en quelques mots, c'est quoi? C'est qui? Alors Karakoche, je vais prendre plus que quelques mots, parce que j'ai un sentiment. Là-bas, c'est qu'on mangeait des glaces dans Karakoche avec Charlotte Dornelas, que vous connaissez bien, 6 mois avant que ça tombe aux mains de l'organisation État islamique. Karakoche était la principale cité de la plaine de Ninive, qui est la grande région chrétienne, qui était le havre de paix des chrétiens en Irak, et qui est tombée aux mains de l'organisation État islamique, après que cette organisation a pris la ville de Mossoul. La communauté internationale n'a pas bougé, les chrétiens ont dû partir en exil, ils n'ont pas pu rester sur la terre de leur père, et 4 jours après que la ville a été prise, SOS Chrétiens d'Orient était sur le terrain, puisque Arthur Dutertre a pris l'avion tout de suite et s'est rendu à Erbil pour accueillir les réfugiés. Parfait. Écoutez, on va parler de SOS Chrétiens d'Orient. Je vais vous donner tout de suite la parole. Peut-être à Emmanuel Alibert. Quand les Républicains disparaissent, vous aurez sûrement votre mot à dire. Emmanuel est brocanteur, mais aussi l'ancienne attachée de presse d'Alain Juppé. L'un allant avec l'autre. Légèrement reproché sur les réseaux sociaux, l'un allant avec l'autre. Vous l'avez parfaitement raison. Allez, Emmanuel, à vous de poser votre première question. Alors, je vais aller très vite, parce que avant de vous poser une question, d'abord, je voudrais vous rendre hommage, pour ce que mon hommage vaut quelque chose. Mais je trouve que vous êtes une association formidable, que vous êtes courageux, vous êtes volontaire, vous êtes idéaliste. Ça sent mauvais, là, ça sent mauvais. Non, qu'on a besoin de gens comme vous qui élèvent. Jamais été comme ça, voilà. Jamais, on a changé. Vous êtes dans l'action, vous n'êtes pas dans le jugement. J'ai vu qu'il y avait eu un débat absolument débile par un évêque en France que je trouve stupide. Vous avez une réponse extrêmement humble, extrêmement formidable. Moi, je serais montée au créneau tout de suite en gueulant comme un hareng, mais enfin, sans voilà. blague. Sans blague, bref. On ne croit pas. Donc bravo, vous transformez la boue en or. On a besoin de gens comme vous. Et vous êtes le rempart des Français qui quittent le pays pour faire le djihad. Vous faites votre djihad à vous, mais face à un idéal de haine. La question, Emmanuel. Vous proposez un idéal de vie, donc merci beaucoup. Ma question, c'est comment faites-vous pour garder votre enthousiasme et votre foi en vos projets quand ce que vous avez bâti avec tant de peine localement peut être balayé d'un revers de main, d'un revers de drone, je pourrais dire, par une décision politique arbitraire qui est prise bien au chaud dans un bureau confortable à des milliers de kilomètres de là?
Et c'est une question qui est très importante. C'est une question qui mobilise à la fois les volontaires. Pourquoi partir alors qu'on est peu de choses? Des volontaires de 20 à 30 ans ne vont pas changer l'ordre des choses au Proche-Orient, ce n'est pas vrai. Pourquoi donner à SOS Chrétiens d'Orient alors même que un État peut à lui seul faire ce que nous ferons en 5 années avec un trait de budget? Je crois qu'il y a 2 réponses à ça. La première, c'est que c'est la vocation de notre pays. Et ça, c'est quelque chose auquel nous croyons vraiment. Alors, il y a la posture un peu romantique, ceux qui pensent que c'est Saint-Louis qui nous a donné cette mission, d'autres qui se souviennent que Napoléon III intervenait dans les années 1860 pour réduire les persécutions faites aux chrétiens. Et je pense que quand nous allons au Proche-Orient, en fait, nous exerçons notre mission de Français. Je pense que c'est un devoir intemporel, difficile à décrire, un peu évanescent parfois. Eh bien, quand nous y sommes, nous sentons que nous sommes à notre place. Et ça, c'est un premier élément. Évidemment, quand on fait son devoir de Français, l'enthousiasme demeure. Le deuxième élément, c'est le sourire des gens que nous aidons. Nous inaugurions au début du mois de septembre le premier lycée catholique de Bagdad depuis l'invasion du pays par les Américains en 2003. C'est la première fois qu'une association confessionnelle arrive à reconstruire à elle seule un lycée. Vous imaginez quand à 25 ans, à l'époque j'avais 25 ans encore, vous inaugurez un lycée dans Bagdad. C'est un enthousiasme, une joie qui est débordante, une grâce, puisque nous sommes croyants. Et c'est très très important pour nous de voir tout ça. Donc à la fois le fait de faire notre devoir, et puis quelques petites rétributions personnelles grâce à la joie et au partage que nous faisons. Et l'expérience de vie. Je suis devenu un amoureux du Proche-Orient que je ne connaissais pas du tout. J'en partage mon amour dans des chroniques, notamment dans Poetic Magazine, et je crois que les gens peuvent sentir à quel point on aime ces pays, on aime ces gens, on aime ces civilisations. Tout ça nous donne du baume au cœur. Donc, je comprends très bien votre question, et en fait, quand on est sur le terrain, on se la pose peu. Stéphanie, autre femme ce soir, présente parmi nous à Terre et Famille, quelques kilomètres pour nous rejoindre. On en a fait 110 cette fin de semaine pour aller de Paris à Chartres, donc à pied. Donc c'est peu de dire que les quelques kilomètres qui nous séparaient du métro étaient strictement rien au regard. Négligeable. Stéphanie. Une question très courte, je sais que ça va vous faire plaisir, Martial, d'être courte. En fait, dans ma question. Ça devient long, là, du coup. C'est la fatigue. Allez-y. Qui a intérêt, d'après vous, à faire disparaître, à éradiquer les chrétiens d'Orient? La question du qui est très compliquée à poser, puisqu'elle masque des responsabilités. Il y a des responsabilités qui sont internes au monde des chrétiens d'Orient. La difficulté de l'unité, qui est rappelée régulièrement par les papes, est une réalité, une vraie difficulté. Il faut se souvenir que des églises orientales se massacraient entre elles il y a encore un siècle ou un siècle et demi. Il y a évidemment les puissances régionales qui parfois génèrent des conflits qui n'ont peu de sens ou pas de sens. On peut penser à toutes les puissances de la région, le Golfe, bien sûr, qui finance souvent et de manière massive les islamistes. On peut penser à quelques réactions, par exemple, de l'État d'Israël, dont on ne peut pas comprendre les politiques au Liban régulièrement, par exemple. Hervé de Charette, l'ancien ministre des Affaires étrangères de Jacques Chirac, a décrit avec beaucoup de brio l'opération Raisin de la colère et comment la France, qui était encore courageuse en diplomatie à l'époque, avait réussi à régler une partie de la situation. Il y a donc l'intérêt des États, qui est en fait très classique, qui est vieux comme le monde, les difficultés des personnes, et puis il y a, je crois, cette question du manque de sens. La mondialisation fait beaucoup de mal aux chrétiens d'Orient. On le dit de manière un peu provocatrice, mais c'est vrai, la télévision satellite a fait plus pour l'émigration des chrétiens d'Orient que l'organisation État islamique. On leur vend une sorte de haine de soi, aussi là-bas, de mépris pour ce qu'ils sont, de perte de sens. Et donc, évidemment, ils ont envie de partir à l'étranger. Et parfois, dans des réflexes qui sont complètement délirants. Quand, par exemple, certains intellectuels catholiques appellent à des migrations sans restriction, eh bien, les chrétiens d'Orient les écoutent, ils partent. Ils vont parfois dans le Caucase, en Géorgie ou en Arménie. Mais que se passe-t-il? En Géorgie ou en Arménie, on vit moins bien qu'au Proche-Orient. Le niveau de vie moyen est inférieur, les services publics sont inférieurs. Et donc, il y a une sorte de serpent qui se mord la queue avec toutes les banalités du siècle, toutes les idéologies du siècle qui y concourent aussi. Donc, le qui est une question qui est difficile parce qu'elle masquerait la responsabilité qui est collective. Et je crois également qu'il y a quelque chose dont on ne peut pas ne pas parler, et on en parlera dans la suite de l'émission d'ailleurs, c'est le fait que parfois des Français de papier, des Français de fraîche date partent
combattre la présence des chrétiens d'Orient au Proche-Orient, et qui a donc aussi une démission nationale dans le fait que ces Français, ou ces ressortissants dits français, puissent exister et porter les armes contre ceux que nous devrions protéger. Francis Bergeron, vous êtes là. Vous avez perdu, excusez-moi. Le studio est tellement grand que vous avez perdu. Je ne sais pas si vous êtes arrivé. Je pensais que vous étiez arrivé en trottinette jusqu'à nous, mais je m'aperçois que dans le présent d'aujourd'hui, trottinette partout, sécurité nulle part. Donc, non, vous avez pris quoi, le métro ? Oui, absolument. Bon, me voilà rassuré. Oui, non, Alors, je crains la trottinette. vous craignez la trottinette, Oui. voilà, à nos âges, c'est normal. Alors, quelle est la question que vous vouliez poser à Alors d'abord, je voudrais rendre vous avez un aussi hommage une. aux héros anonymes, mais là, on ne parlait pas des 1700 volontaires français de votre association, on parlait des jeunes gens Sauveteurs en mer. qui sont morts, effectivement, au large des Sables d'Olonne. Vous avez une publicité à faire encore. N'hésitez Non. pas, le prix Non, d'abonnement, c'est- parce que c'est là, tout. c'est le moment ou jamais. C'est tout. C'est votre... La question que je voudrais poser, alors je voudrais un petit peu tempérer l'enthousiasme d'Emmanuel Pardon. à l'égard de SOS Chrétiens d'Orient, parce que je me dis, au fond, pourquoi avoir créé cette association alors qu'il existe déjà des bonnes associations, me semble-t-il, ou me semblait-il, mais je vais peut-être être démenti, mais je pense à L'œuvre d'Orient. à l'œuvre d'Orient, je pense aux chrétiens en détresse. L'aide à l'Église en détresse. L'aide à l'Église en oui. détresse. Peut-être au CCFD, d'une certaine manière. Bien sûr, oui. Je me dis que... L'Ordre de est-ce Malte. que- L'Ordre de Malte, bien évidemment. Je me dis que, est-ce que l'action d'infiltration, enfin pas d'infiltration d'ailleurs, de participation à ces œuvres-là, qui sont reconnues, qui sont puissantes, qui sont soutenues par l'Église, par les évêques, par le Vatican, est-ce que ça n'aurait pas été plus payant et plus rapide que de créer de rien, avec des jeunes gens pleins de bonne volonté, mais de rien, une association de terrain comme la vôtre? Oui, c'est une question qui est complètement légitime et à laquelle on peut répondre. D'abord, il n'y a pas d'association en trop au Proche-Orient. Ce serait comme un petit peu avoir la réflexion sur le temps de travail et les 35 heures, vous savez. Si on baisse le temps de travail, le travail se diviserait. Ben non, nous on pense qu'au contraire, c'est par l'augmentation de la participation des gens dans l'aide aux chrétiens d'Orient qu'on génère de nouveaux dons, de nouveaux engagements et donc des aides supplémentaires. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, sur la qualité du travail qui est effectué par les autres œuvres, je veux le reconnaître, la première œuvre catholique qui aide au Proche-Orient de manière massive, c'est l'aide à l'Église en détresse, dont on ignore trop, je crois, la somme qu'ils donnent chaque année au Proche-Orient, notamment en Irak, où ils arrivent, par exemple, je crois, à 4 ou 5 millions d'euros cette année distribués en Irak. C'est donc des sommes énormes, mais c'est un travail qui est extrêmement bien fait. Quelle est l'originalité? Qu'est-ce que SOS Chrétiens d'Orient apporte de supplémentaire? D'abord, l'incarnation dans l'action. Et je pense que chez Présent, on a l'incarnation à cœur, puisqu'elle est au cœur de la doctrine que nous partageons tous. Nous sommes présents au quotidien auprès des chrétiens d'Orient. Et ça, c'est notre originalité. Nos volontaires vivent 24 heures sur 24 dans les pays à partir desquels nous parlons et dans lesquels nous travaillons. Ça change tout. Quand vous croisez des gens pour aller acheter votre pain, alors qu'un peu différent du pain français, j'en conviens, quand vous Il est êtes... moins bon. Il est moins bon. C'est vrai. Quoique, il y a des pains libanais qui sont de bonne qualité. Eh bien évidemment, vous avez un ressenti qui est différent, une implication dans le pays qui est différente. Et par ailleurs, vous percevez beaucoup mieux le témoignage des chrétiens d'Orient. Nous témoignons de ce qu'ils vivent sans édulcorer d'une certaine manière leurs propos, parce que nous comprenons mieux la manière dont ils évoluent du fait de cette présence permanente. Et pourquoi est-ce que nous la comprenons mieux? Parce que quand on vit auprès de ces églises, on comprend les interactions politiques, les imbrications sociales dans lesquelles ils sont. Et enfin, ce que je veux dire, c'est que je crois que nous avions aussi une volonté de faire une association qui ressemblait un peu à cette génération post-Manif pour tous. C'est public, nous le disons régulièrement avec Benjamin Blanchard, nous sommes rencontrés en garde à vue suite aux manifestations d'opposition à la loi Taubira. Ça crée des liens. Et donc, dans la manière de communiquer, dans la manière d'agir, dans la manière de travailler, évidemment, il y avait des procédés, des méthodes qui différaient un peu de ce que faisaient des œuvres plus anciennes, plus sages peut-être par certains aspects, mais parfois moins efficaces dans d'autres domaines. Donc, je crois Un que nous grand coup de apportons- jeune, c'est ça? On peut dire quand même.
C'est pas méchant de dire que l'œuvre d'Orient n'avait pas 1700 volontaires, c'est pas méchant de le dire, c'est pas irrespectueux à l'égard de Gollnisch. Vous savez, il y a des gens qui sont passionnés par le fait de scruter. Qui balance des trucs dégueulasses sur SOS Chrétien. Voilà, ça je sais pas. Simplement, Joker, pour dire. Joker. Voilà. La famille Gollnisch, je choisis pas. Voilà. Donc, Moi non plus, aucun. Allez, on passe à Nicolas Gollnisch Gauthier. a toujours soutenu SOS Chrétien d'Orient. Bruno. Oui, tout. D'accord. Il y a des lettres publiques. Alors, Nicolas Gauthier, Bouvard-Voltaire, on est content de vous retrouver avec votre écharpe. Moi aussi. C'est dire qu'on est Vous avez beaucoup. pleinement soutenu. Défendre les chrétiens d'Orient, c'est une juste cause. Mais toutes ces guerres à répétition qui sont menées par les USA en général, au nom d'un Occident qui, en Orient, est perçu comme chrétien, est-ce que ça ne contribue pas aussi à créer un chaos dans des pays musulmans où jusque-là, globalement, les chrétiens vivaient à peu près de manière tranquille? C'est-à-dire que, est-ce qu'on n'est pas en train de maudire les effets dont on chérit les causes? C'est une très bonne Alors, question. si vous aviez posé la première question, j'aurais répondu la réponse est oui et j'avais pas grand-chose à ajouter. Est-ce que... Je ne crois pas. Je crois qu'il y a un sentiment de non-participation des peuples à leur politique étrangère. Est-ce que les Français sont d'accord quand nous allons prétendre apporter le Charles de Gaulle pour bombarder la Syrie au lendemain de la prise de Maaloula par Al-Qaïda? Est-ce que ce n'était pas les peuples que je mettais en cause, mais les gouvernements? Oui. Ce que je veux dire, c'est que, évidemment, les gouvernements, notamment le gouvernement français, a une politique délirante au Proche-Orient depuis un certain nombre d'années. Une politique de suivisme des États-Unis, une politique de recherche de contrats de manière unilatérale avec un seul pays dans la région. Donc, évidemment, tout ça ne va pas. Ça, je veux bien le croire. Deux guerres américaines menées en Irak, il y a de quoi énerver aussi certaines populations. Bien sûr, ça je suis tout à fait d'accord. Après, l'énervement signifie deux choses. Qu'un citoyen irakien normal soit énervé, désolé, on le voit très bien en Irak, où on ne construit pas complètement sa maison, on attend qu'elle soit détruite, donc on ne va pas finir la peinture, par exemple. Des choses toutes bêtes comme ça. Ça, j'en conviens parfaitement. En revanche, expliquer uniquement par ce facteur la radicalisation islamique de la région, ça me semble méconnaître d'autres facteurs qui sont importants, notamment le processus de radicalisation du monde islamique, notamment par des prédicateurs bien connus, soit qataris pour certaines obédiences, soit saoudiennes pour d'autres. Donc oui, vous avez raison, évidemment, elles exploitent ce terreau, c'est indéniable, et évidemment, l'inaction de la communauté internationale sur certains aspects est très étonnante. J'en veux pour preuve un seul exemple. Vous savez qu'en politique étrangère, on dit que quand on lit le Washington Post ou Foreign Affairs, désolé pour mon accent catastrophique, on lit quasiment le département d'État américain. 3 mois avant la chute de Mossoul, ces journaux parlaient encore de militants sunnites pour désigner l'organisation État islamique. Dont tout le monde savait, ou dont tous les experts savaient, quelle était l'idéologie. Donc évidemment, il y a cette confusion, ces questions qui vont parfois amener à tous les doutes, à toutes les interrogations, et je le comprends parfaitement. Je crois que la meilleure manière de combattre ces doutes et ces interrogations, c'est d'aller au Proche-Orient, de les comprendre, de connaître, de voir comment ces gens évoluent, vivent, et aussi de voir quelles sont leurs limites, de voir quelles sont parfois leurs tendances à l'explication par l'étranger de leurs propres faiblesses. Voilà ce que je peux vous répondre à peu près. On poursuit. Romaric Sangars, le représentant Monsieur Culture du journal L'Incorrect, qui titre Steve Bannon contre-attaque, la droite doit rendre coup pour coup, dit Steve Bannon dans L'Incorrect. Votre question? Eh bien, vous avez commencé cet entretien en rappelant justement la mission protectrice des chrétiens d'Orient initiée par Saint Louis de la France. Pour revenir là-dessus, est-ce que ça a créé, est-ce que c'est quelque chose de sensible? Est-ce que ça a créé des liens particuliers? Est-ce que il y a une histoire particulière? Est-ce que c'est ressenti là-bas? Est-ce que ça demeure encore dans l'esprit français? Alors oui, mais malheureusement, c'est en pleine déperdition. Par exemple, au Liban, la francophonie recule d'année en année, c'est terrible. J'en parlais avec Bernard Anthony, qui connaît bien la région. Lui-même constate à chaque fois qu'il y va le recul du français. Et ça, c'est dramatique. Pourquoi est-ce que le français recule? Parce qu'on a une politique étrangère de soutien à ce genre d'institut qui est très faible et qui est très peu forte. Par ailleurs, un exemple très simple. On a invité l'équivalent de Conchita Wurst pour le 14 juillet à la résidence des Pins au Liban, il y a 2-3 ans.
Évidemment, au Proche-Orient, Conchita Wurst, c'est pas la panacée culturelle qui est... Ils n'aiment pas les barbus. C'est une manière de le voir. Donc, évidemment, tout ça n'aide pas à ce que la France soit encore bien vue. Je crois qu'on peut s'appuyer sur 3 réseaux. Le premier, ce sont les congrégations qui tiennent les écoles qui font beaucoup pour l'enseignement du français. Et là, évidemment, vous savez qu'on vit dans le pays de la loi de 1905, donc on ne soutient pas les œuvres religieuses, on crée des missions laïques ridicules pour les contrer, etc. Donc le jour où on arrive à sortir de cette hypocrisie totale, eh bien, on pourra soutenir le français par les établissements religieux qui le transmettent depuis des générations. Deuxième élément qui peut appuyer ça, c'est l'amour dans les élites de la culture francophone. Ça, c'est encore très sensible. J'ai bu mes meilleures bouteilles de rouge au Liban, dans certaines grandes familles libanaises qui sont très fières de vivre à la française et de le montrer. Et ça, c'est important. Si c'était exploité correctement, ça pourrait donner des merveilles. Prenons une famille qui est bien connue, je pense, des téléspectateurs de TV Liberté, les Gemayel. Les Gemayel sont très très peu reçus à l'ambassade de France, à la résidence des Pins. Vous voyez peu de photos. Notre ambassadeur actuel au Liban aime beaucoup montrer ses selfies. Vous voyez très peu de photos avec les Gemayel, qui sont des francophiles, quoi qu'on pense de leur position politique au Liban, depuis des générations. Donc une politique à destination des élites, ça me paraît très important. Et troisième élément, c'est qu'évidemment, le jour où on retrouvera une politique arabe de la France, eh bien, nous aurons des gens qui nous suivront. Si nous avons une politique semi-américaine teintée de diplomatie féministe à la Marlène Schiappa, personne ne nous suivra. Allez, on poursuit et on conclut avec vous, Philippe Ménard, le rédacteur en chef de Politique Magazine, qui titre ce mois-ci Bioéthique vers l'inconnu. L'inconnu va nous amener à voter la loi de la PMA pour toutes les femmes. Ça sera en septembre prochain, l'a annoncé le Premier ministre Édouard Philippe. Est-ce que vous avez une question néanmoins à poser à notre invité Charles de Meyer? Oui, les jeunes catholiques, certains d'entre eux en tout cas, disent qu'il manque un parti où s'engager. Les vieux catholiques votent pour Macron, les jeunes catholiques, on ne sait pas où ils votent. Bellamy est à mi-chemin entre la vieillesse et la jeunesse. Est-ce que SOS Chrétien... Non, mais il est vieux dans sa tête. Et est-ce que SOS Chrétien d'Orient n'est pas en fait le parti, le mouvement dans lequel les jeunes catholiques français, avec tout ce que vous avez dit, pourraient s'engager en catholique, pour des catholiques, par des catholiques, et même au-delà du strict confessionnel, pour le Moyen-Orient et pour tous les... Pour une cause, quoi. Pour une cause qui dépasse en fait ce que la France leur offre et ce que Macron leur offre, ce que Bellamy prétendait leur offrir. Vous entendez ce que dit Emmanuel Lambert? Je crois qu'il faut... J'ai l'impression qu'elle était en train de faire l'éloge de quelqu'un, mais j'ai pas bien compris. En fait. Pas de vous. Je disais pitié, ne vous engagez jamais en politique. Non, mais je suis en train de dire le contraire, Emmanuel. Oui, c'est pour ça qu'elle dit pitié, ne vous engagez pas en politique, car vous lui dites, il faudrait faire des SOS Chrétiens d'Orient. Non, absolument pas. Moi j'ai compris ça aussi, alors pardon. On va parler clairement. Mais je parle clairement. Mais, Charles, vous qui êtes intelligent et qui avez compris ma question. Alors, je pense que... En fait, la synthèse. Que Martial est débile, donc. Mais pas du tout. Pas du tout. Je me suis exprimé maladroitement, Martial. Merci de m'avoir invité dans votre émission qui est excellente. Je pense que votre réflexion est exacte. Elle a notamment été faite par des journalistes qui étaient assez contraires ou opposés à ce que nous essayons de faire. Ils notaient que chez nous, on avait un peu tout l'éventail du catholicisme français et qu'on a beaucoup dépassé d'ailleurs depuis lors. Je crois qu'on est à une dizaine de baptêmes depuis le début de l'association, beaucoup de conversions. C'est beaucoup mieux qu'Erasmus. Presque aussi bien que tourner manège. Donc à Erasmus, on cherche à faire des enfants, et là, on les baptise. Peut-être qu'il y aura des enfants grâce à SOS Chrétien d'Orient, qui sait. L'intérêt des SOS Chrétien d'Orient pour cette jeunesse, c'est qu'elle lui donne un objectif qui est concret. Elle lui donne un objectif qui est atteignable et elle lui montre qu'elle peut participer à faire de grandes choses malgré tout le sentiment d'écrasement qu'il y a et dont on parlait tout à l'heure sur les politiques orientales. Et je crois qu'elle interloque un petit peu. Quand on a commencé à arriver dans le paysage, j'arrivais un peu hirsute, mal peigné comme ce soir, dans le bureau des ambassadeurs. Ça, c'est pas vu. Ils ne comprenaient pas du tout ce qu'on venait faire là. Et puis petit à petit, ils ont appris à nous accepter. Ils ont vu qu'on était des acteurs majeurs sur certains terrains et des acteurs incontournables. Je pense par exemple au terrain syrien. Eh bien, je pense que c'est très significatif pour cette jeunesse-là de se rendre compte que en Syrie, nous pouvons aller contre les consignes de notre gouvernement,
contre la propagande médiatique, contre ce qu'on essaye de nous faire croire des chrétiens syriens, avoir un effet positif et provoquer des débats en France. Je me souviens de SOS Chrétiens d'Orient, dans les premières pages du Monde, interrogeant comment des jeunes gens qui arrivent à aller contre le Quai d'Orsay, enfin, c'était très fort. Et je pense que c'est très bien pour cette jeunesse catholique-là. Et évidemment, elle doit participer à rayonner sur le reste de la société, et SOS Chrétiens d'Orient y encourage totalement. On développe de plus en plus le fait d'accompagner dans leurs actions nos jeunes volontaires qui sont sortis du terrain, qui reviennent. Ils sont 1700 aujourd'hui. Imaginez si même 10% de ces 1700 mènent un projet humanitaire, social, intellectuel, culturel, l'efficacité que nous pourrons avoir sur la société. Et imaginez aussi ce que nous montrons face à d'autres jeunesses et à d'autres parties de la société qui refusent de s'engager pour le bien commun comme cela. Mais je crois que c'est la meilleure réponse qu'on peut adresser à ceux qui se demandaient où nous irions. Quant au fait que leur engagement soit politique, je le crois en partie. Ce sont des militants de la cause des chrétiens d'Orient. Ce sont des militants de cette cause-là. Et donc la prochaine fois qu'on nous dira que envoyer le Charles de Gaulle pour bombarder la Syrie et aider des rebelles pseudo-démocratiques à détruire le pays, je pense qu'ils refuseront tout cela. Et je pense qu'ils participeront au fait de dire que le peuple français refuse ce genre de politique et ils agiront. Voilà. Action, action.